Bon, voilà la partie 2. Donc je ne sais pas commencer, cette vidéo-là. Je vais partir un peu au feeling et vous dire un peu mon expérience concernant mes troubles qui sont véritablement handicapants. Alors, ce n'est pas encore une fois une excuse, mais, disons que ça justifie certains fonctionnements que je ne comprenais pas avant et notamment mon besoin de solitude et mon incompréhension aussi de certaines, actions que peuvent effectuer, d'autres personnes et que je ne comprendrai probablement peut-être jamais. Comme le besoin de socialiser, le besoin de plaire, de jouer la comédie et encore une fois, jouer la comédie, c'est pas forcément être hypocrite ou, jouer un double jeu comme on peut le croire, mais plutôt porter un masque et s'adapter. Alors moi aussi je le fais, mais ça va être vraiment aux antipodes de 99 de la population. Le fait de m'adapter pour moi, ça va pas forcément être, le fait de plaire, mais plutôt le fait de se retirer et d'être perçu comme quelqu'un d'inaccessible et de froid, tout simplement parce que j'ai ce mécanisme du rejet et donc par conséquent, je vais beaucoup, fuir les gens, parce que j'aurais peur, que ces gens-là me rejettent. Donc d'emblée, je vais directement installer ce mécanisme en moi et aujourd'hui, c'est comme si ça faisait partie de mon identité et je me verrais pas sans cette blessure du rejet. Alors je sais que ce n'est pas fondamentalement ce qui caractérise ma personnalité, mais pour le moment, c'est tellement présent dans ma vie que je peux pas, faire abstraction de ça parce que c'est vraiment un élément qui est gros et que je dois traiter en profondeur, et je sais que ça me prendra beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à décanter et à soigner. Parce que c'est une blessure quand même, je pense qui est la plus douloureuse. Parmi l'humiliation, la trahison, l'abandon, le rejet, ça touche vraiment, et fondamentalement la perception de soi et aussi, le regard et le jugement des autres et quand on a aussi, ce rejet qui est inscrit en nous, c'est c'est aussi difficile, en termes d'identité, d'essayer de se construire parce que, tout simplement, on a été rejeté par les autres et on n'a pas été pris en considération sur qui nous sommes. Par la suite, on va être forcé, de s'adapter, de plaire, même si c'est pas fait consciemment. Par exemple, moi, je pense que c'est plus inconscient que consciemment parce que consciemment, je ne veux pas me mêler aux gens, mais inconsciemment, j'ai toujours cette recherche d'attention. Donc, disons que c'est assez paradoxal comme, schéma, mais je trouve que ça se complète bien et là, encore une fois, je vous renvoie aussi, aux compensations, notamment en psychologie. Donc la compensation, c'est, le fait d'avoir, un comportement qui est aux antipodes de l'autre comportement, juste pour équilibrer le système. Donc par exemple, si vous êtes quelqu'un d'hyper sérieux, de contrôlant, il peut vous arriver, par exemple le soir où, votre mental, lâche un peu plus par rapport à la journée et donc là, vous allez avoir un peu plus, de liberté, mais vraiment dans l'extrême parce que tout simplement, comme vous êtes dans le contrôle de vous-même, de vos émotions, vous ne les écoutez pas et par conséquent, ça va justement se répercuter, dans ce comportement-là qui va chercher plus l'émancipation et la régulation. Mais comme vous n'êtes pas régulé, ça va vraiment partir dans les quarts de tour et vous allez, comme avoir l'impression, mais d'être dans un ascenseur émotionnel, toute la journée. Parce que tout simplement, votre corps en fait ne comprend pas les signaux de votre mental et vous n'êtes pas du tout ajusté par rapport à ça. Et par rapport au TSA, je pense qu'il y a un immense impact entre le corps et l'esprit, qui pour moi est totalement déconnecté. Je pense que c'est pas une surprise si je vous dis que je ne suis pas du tout dans mon corps et que j'ai du mal à concevoir mon corps comme un outil qui fait partie de moi. C'est-à-dire que pour moi, mon corps, c'est comme si j'avais, un sac à dos avec une pierre, hélas que je portais, mais dont j'ai pas l'impression qu'il fait partie de moi, mais c'est plutôt un poids, en fait, que je dois gérer en plus de mon esprit. Alors déjà mon esprit, je vous dis pas le bordel, qu'il y a à l'intérieur parce que j'ai trop de pensées, trop de stimuli, j'ai beaucoup en tout cas, j'ai eu vraiment l'envie, de nombreuses fois, en fait, que ça s'arrête et que je porte atteinte à ma vie. Plus le corps qui est lourd,
qui a une densité que je ne peux pas appréhender et qui me fatigue constamment, puisque je suis assez, diminué, niveau énergie. Et donc vous voyez cela comme, vraiment un signe, très, très insupportable pour ma part. Le corps pour moi, c'est une prison, je vous le dis honnêtement. Ça fait partie des choses les plus compliquées que je peux expérimenter outre la blessure du rejet. Parce que le corps va tout emmagasiner, que ça soit mes blessures, mes pensées, mes schémas répétitifs, tout ça va s'inscrire dans le corps et encore une fois, mon esprit, lui, j'ai l'impression qu'il est plus dans le déni qu'autre chose et que, comme il y a un déséquilibrage entre l'esprit, qui veut, tout oublier et le corps, lui, qui garde tout en lui, ce qui fait que forcément je vais avoir un décalage entre, bah, entre la partie plus subtile, je dirais l'esprit et la partie, ancrée dans la matière, le corps. Et je pense que c'est pour ça que je fais beaucoup de dissociation, que j'ai cette blessure du rejet et donc que j'ai aussi une difficulté, d'incarnation. C'est parce que j'écoute pas mon corps et que mon corps essaye aussi de me transmettre ses signaux à sa façon, mais que mon mental, lui, tend à rejeter, dû à cette blessure, qui est en fait, qui est vraiment comme un serpent qui se mord la queue. J'ai conscience de tous mes mécanismes, je suis conscient que je suis une personne, je peux le dire en toute transparence, traumatisée. Traumatisée de quoi? Je ne sais pas, mais je pense que c'est de la négligence émotionnelle, le fait que je sois incompris, le fait que j'ai été harcelé, je peux poser aussi ce nom-là, même si en rationalisant et je sais que c'est pas la bonne façon aussi de guérir parce que la rationalité, c'est qui tout double. Soit, tu te mets à distance et donc par conséquent, tu es capable de gérer tes émotions et ton enfant intérieur. Mais si tu es un peu trop dans la distance, là, tu vas pas prendre en considération ton chakra du cœur, tes émotions et donc je pense que c'est, aussi une question d'équilibrage et d'écouter à la fois son cœur, mais aussi d'être dans le juste milieu aussi avec, sa partie rationnelle, donc son cerveau et ça va être vraiment un régulateur entre ces 2 pôles. Le harcèlement scolaire, pour ma part, ça a pas été, une atteinte physique à mon intégrité, mais plutôt des remarques, des jugements, alors que moi je percevais directement parce que je pense que, comme j'ai développé une hypervigilance, je faisais hyper attention aux signes que la plupart des gens, ne captaient même pas tout simplement. Que ça soit, des regards, très jugeants, très haineux de la part de certains de mes camarades, à l'école primaire et je leur rejette pas la faute parce que j'ai aussi cette capacité d'empathie de me dire que probablement ces personnes alors je vise aussi une autre personne spécifique, mais actuellement je pense qu'on est en bons termes. Mais à l'école primaire, c'était un de mes harceleurs, qui s'appelait Mathulane, je peux le dire son prénom. Je pense qu'il ne regardera jamais ces vidéos parce que ça fait pas partie de son chemin de vie, donc heureusement. En tout cas, je prie pour qu'il ne regarde jamais. Mais Mathulane, c'était un garçon. Alors, la spécificité aussi, et ça je l'avais pas forcément prise en conscience, par rapport à son corps, parce que évidemment le corps est aussi un transmetteur, ça nous donne aussi des indices sur, la blessure de la personne et par rapport à Mathulane, c'était clairement visible, puisqu'il avait une pigmentation de la peau. Alors pour contextualiser un peu, il est d'origine hindoue et donc, il a au début, je pense que c'était un cancer de la peau ou du fait qu'il avait trop de mélanine, ce qui fait qu'il a commencé à développer, une peau blanche et je pense qu'à l'école primaire, on n'est pas forcément des anges et donc par conséquent, ça va directement se voir et je pense qu'il a voulu un peu déverser sa frustration, sa haine sur moi. Moi qui ai rien demandé, hein. Alors, je l'excuse pas du tout pour son comportement, mais en même temps, c'était un enfant, qui je pense a dû subir beaucoup de brimades. Donc il s'est un peu, comment dire? Il a un peu extériorisé toute cette rage, toute cette colère en moi et moi j'étais vraiment dans l'incompréhension parce que je me dis: «Mais qu'est-ce que j'ai fait?» Mais maintenant avec le recul, en le revoyant, je me dis qu'il a changé, il a compris de ses erreurs. Je pense qu'il a eu une énorme prise de conscientisation et il s'est dit que oui, c'était pas normal ce qu'il a fait et qu'il regrette énormément et
pendant longtemps, en fait, à chaque fois que je le croisais, j'étais aussi dans l'évitement parce que je me dis: «Mais, à tout l en fait, ouais, à tous les moments, il va me croiser, il va rigoler, il va pas m'insulter parce que je connais cette personne, je sais qu'elle est pas capable de dire des gros mots, de faire preuve de violence, mais de comment dire? De dédramatiser la situation. En tout cas, une situation qui peut être vécue comme, très, très douloureuse et vraiment lui, ça va être le genre de personne, qui peut, par exemple, blaguer sur, je sais pas, des traumatismes ou prendre avec, légèreté, certaines réflexions qu'il a fait dans le passé, par exemple. Et donc à chaque fois que je le croisais, j'étais vraiment dans le fait vraiment de l'éviter, d'être invisible, de pas vouloir lui parler parce que je ressentais peut-être encore de la haine, encore de la colère que j'avais pas forcément digérée. Mais encore une fois, toute cette haine que je garde en moi, c'était pas forcément par rapport à lui, mais disons qu'il a rajouté une couche successive dans toutes ces couches que moi-même j'avais créées par rapport à tous ces traumatismes, notamment la négligence, plus le harcèlement, même si le harcèlement, disons-le, c'était pas forcément un il y avait pas forcément un gros impact sur ma vie, mais ça m'a quand même, brisé et ça a renforcé, en fait, mon idée que je n'étais pas comme les autres et donc que je devais instaurer aussi un climat de méfiance par rapport à des gens de mon âge. C'est pour ça que j'ai énormément, du mal aujourd'hui à me retrouver parmi des jeunes et à chaque fois que, ils ont un comportement similaire à mon harceleur, c'est-à-dire en rigolant, en sociabilisant aussi, parce que la sociabilisation pour moi, c'est pas se créer des liens. Pour moi, c'est vraiment utiliser la personne et essayer, d'être «gentil» entre guillemets. Alors je sais que c'est foncièrement faux, mais dans ma croyance à moi, quand quelqu'un est sociable et vient me voir par exemple, je vais vraiment le prendre pour l'harceleur. Pour moi, ça va être vraiment comme une logique, un schéma en fait que j'ai déjà appris depuis très, très longtemps et donc sur ce fait-là, en fait, je vais même pas chercher à communiquer avec la personne et peut-être que, mon système nerveux va plutôt être attiré par des personnes qui seront peut-être évitants aussi comme moi et c'est pour ça que j'ai horreur aussi des rires, des regards, méprisants. Tout ça, ça va m'insupporter mais puissance 1000 et là, ça va faire écho plutôt à ma blessure d'injustice. Alors, je tiens aussi à préciser qu'on a toutes les blessures fondamentalement inscrites en nous parce que ça fait partie de notre processus de vie. Si on n'aurait pas ces blessures, ça ne servirait à rien du tout d'être ici, autant vous dire, parce qu'on serait déjà Jésus ou voilà, on serait déjà des illuminés, on n'aurait pas besoin, d'apprendre tout ça, en tout cas toutes ces douleurs. Donc la blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, de trahison, il y en a une autre aussi, mais je m'en rappelle plus trop, c'est pas grave. Mais en tout cas, toutes ces blessures, pour moi, elles se rejoignent parce que quand tu te fais rejeter, tu es abandonné par, ta famille, tes amis, peu importe et du coup, tu te sens trahi et tu te dis que la vie est injuste. D'où cette blessure d'injustice qui a beaucoup créé de colère, de ressentiment, vraiment de rancœur vis-à-vis des autres et cette émotion-là, bah, au fur et à mesure du temps, a commencé à émerger en un sentiment, très, très douloureux, très difficile aussi à porter et je veux pas le porter ce sentiment, mais malgré moi, c'est comme si j'imageais toute cette douleur en une personne et j'avais appris à vivre avec cette personne qui était comme un fantôme à côté de moi et ce fantôme, malgré ça, j'éprouve de la compassion et je me dis que je peux pas le bannir de ma vie parce qu'il fait partie de moi et ce fantôme, c'est comme une partie, vraiment indistincte de ma personnalité. Je verrais pas, en fait, le supprimer, mais je sais que pour ma propre guérison, c'est pas tant le rejeter ou l'éradiquer, mais c'est plutôt l'accepter et l'unifier à mon cœur. Donc déjà, le fait aussi d'être séparé quand on est une personne autiste, ça aggrave la situation. Parce que quand on a des traits déjà autistiques, on tend aussi à s'isoler de manière naturelle. Mais quand la société aussi nous fait comprendre qu'on n'est pas du tout normal, je pense que c'est encore plus compliqué de en tout cas de redevenir entre guillemets «apte» à être en société et à être dans la foule sans qu'on passe pour des, illuminés ou pour des personnes, totalement excentriques ou bizarres.
Et la seule chose aussi qui m'a sauvé par rapport à ce besoin de solitude et ça va être, vraiment de rester dans un endroit, que ça s par exemple, moi, mon endroit, ça va être, ma chambre. Donc je vais pouvoir dessiner, explorer, même si honnêtement, je vous le dis, c'est pas facile tous les jours parce que j'ai aussi besoin de contact humain. J'ai une amie actuellement et j'essaye en tout cas de faire des sorties, c'est assez rare, mais c'est vraiment les seuls moments où je peux être moi-même à 100 parce que même avec ma famille, je pense que j'ai aussi, créé un mécanisme de défense où je suis vraiment plutôt dans la rigidité, dans la mise à distance de mes émotions. Donc en fait, quand je suis avec ma famille, c'est comme si j'étais là, mais mon esprit était parti ailleurs depuis très, très, très longtemps. Quand je sors dehors, ça va être tout le contraire, sauf que ça va m'agresser par rapport, au visuel. Donc quand je vais voir des personnes, ça va me faire disjoncter. Auditivement aussi, c'est insoutenable parce qu'il y aura trop de bruit et du coup, je porte tout le temps mes écouteurs. Ça, c'est dû aussi à mon TSA et mon TDAH aussi va faire que, tout simplement, je vais être, hyper déconcentré à chaque fois et ça, c'est le plus handicapant et je pense aussi prendre des médicaments par rapport au TDAH pour essayer de me réguler émotionnellement, pour plus avoir cette haine, cette colère. Alors je sais que ça va pas partir, directement évidemment et peut-être que si j'associe les antidépresseurs avec le médicament, je me rapp la Ritaline, si je me trompe pas, qui est, propre en tout cas aux personnes qui souffrent du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Mais encore une fois, je pense que c'est avec hyperactivité dans tous les cas, que ça soit cérébral ou physique ou et les 2. Je sais pas. J'ai terriblement peur de la personne que je pourrais devenir avec ces médicaments-là. Parce que je me dis qu'il y a aussi des effets secondaires et ça, il faut que je les recherche un peu plus en profondeur. Mais en même temps, quand vous êtes une personne qui est constamment fatiguée le matin, tous les jours, j'ai pas eu une seule journée où j'étais en forme, à part si je suis stressé. Mais le stress, pour moi, c'est vraiment un mauvais indicateur de mon état mental. Donc autant vous dire que entre la fatigue et le stress, je préfère la fatigue parce qu'au moins la fatigue, je suis pas en état d'hypervigilance. Je suis en shutdown ou comme vous pouvez l'appeler aussi dans le burn-out autistique. Et même d'ailleurs, quand je pose ce nom-là, je fais pas forcément moi la différence entre la dépression et le burn-out autistique, mais je vais un peu remettre en question ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la dépression. Je pense que je ne suis pas en dépression, que je suis en burn-out autistique. Pourquoi? Parce que je suis fatigué, je suis en surmenage, même si je ne fais rien du tout et je pense que là, je me sous-estime parce que je suis capable de faire des choses, mais en même temps, quand je fais des activités qui me prennent en tout cas qui me prennent beaucoup de temps et qui me stimulent, là, je peux ne pas être fatigué ou me forcer à continuer à pratiquer ces activités-là. Par exemple, comme le dessin, qui est une des seules activités où je peux vraiment, passer des heures sans, tergiverser autre part, dû à mon TDAH, à aussi mon besoin un peu d'expérimenter d'autres choses. Et donc, quand vous avez ces intérêts, spécifiques aussi qui prennent, la majeure partie de votre temps, bah, en fait, je sais pas si c'est dû à mon TSA, par rapport à ces symptomatologies ou à le fait que comme je suis en dépression, peut-être que c'est ma seule source de bien-être et donc, j'essaye, bah, constamment de pas la perdre en essayant de la pratiquer tous les jours. Donc je sais pas si c'est propre, à mon trouble ou juste à ma façon de fonctionner de manière indépendante, au TSA ou au TDAH. Et même quand j'ai les 2, en fait, je me rends compte que j'ai plus de chances aussi d'avoir de comorbidités comme un TAG, trouble de l'anxiété généralisée, trouble dissociatif aussi, pour moi, qui est quasi sûr, en tout cas, parce que je suis constamment dissocié. Alors dissocié, alors le terme dissociation, c'est pas forcément fait référence au trouble dissociatif de l'identité. Ça peut faire aussi référence à l'amnésie traumatique. J'en ai une, heu, de mes 1 an à mes 5 ans. En tout cas, le premier souvenir vraiment concret que j'ai, c'est quand j'ai 6 ans et quand je change de nouvelle vie, donc je pense que c'est assez symbolique comme façon de représenter, bah, ce 1er souvenir-là, comme un nouveau départ.
Le fait aussi que je sois dans l'hyper ou l'hypoactivité cérébrale, quand j'ai trop d'émotions, vraiment un trop plein, que j'explose. Mais là, encore une fois, c'est aussi de la dissociation parce que je ne suis pas capable de me mettre à distance de ces émotions. Quand je suis dans la haine, je suis vraiment dans une rage amère. J'ai vraiment l'impression de devenir une autre personne ou qu'une partie de moi, elle prenne vraiment trop le dessus. Et quand je me calme, j'ai vraiment ce sentiment de culpabilité parce que je me dis: «Mais cette personne qui était en rage, ce n'est pas moi. C'est une partie de moi qui a, bah, sans doute, un peu trop, qui a vraiment survécu et qui a essayé un peu de, bah, de gérer le problème, selon sa façon de fonctionner, mais qui hélas, est totalement inapte, en tout cas inadapté par rapport à la situation». Et ça, je pense que c'est dû aussi à l'hypervigilance et au besoin aussi de contrôle de ma part. Et l'évitement, ça fait partie aussi de la dissociation parce qu'on essaye, justement d'éviter des émotions qu'on peut ressentir et qui peuvent, bah, nous mener à de la dépression. Alors ironiquement, je suis déjà, je pense, dans un état dépressif, mais si j'enlève la dissociation, ça serait pire pour moi. Parce que c'est comme si j'enlevais un filtre et que j'avais directement, en fait, accès à des souvenirs potentiellement dangereux, douloureux pour moi et pour mon corps. Alors mon corps en est conscient, mais il somatise beaucoup, ce qui fait que, bah, en fait, la déconnexion entre le corps et l'esprit, elle a été, créée, bien longtemps et ça va être assez compliqué de guérir, bah, cette séparation-là. C'est comme si je devais, essayer un peu de reconstruire toute mon enfance et de guider mon enfant intérieur vers une vie d'adulte dont il n'a même pas conscience. Et même quand je parle, dans cette vidéo-là, je suis très dissocié parce que je cherche au fond de mes pensées ce que je dois, ressentir, ce que je dois dire, heu et c'est pour ça que j'ai beaucoup aussi de problèmes de mémoire. Bah, rien que la dernière fois quand j'étais en sortie, j'avais fait la conversation avec, Bruna, une de mes amies et pour autant, il y avait un moment où je me rappelais plus de ce que je voulais dire parce que j'étais dans un état dissociatif et que, comme j'étais, hyper stressé pendant toute la journée, bah, ça a fait que mon cerveau, il s'est déconnecté et il a eu besoin un peu de souffler. Mais moi, j'ai pas pris en compte ça et je me suis forcé aussi à venir et ça, c'était de ma faute parce que et la prochaine fois, ce que je dis à la personne, c'est que, bah, elle me prévient à l'avance, en fait. Parce que, mon TSA, il a besoin de routine, de concret et j'ai énormément peur aussi d'avoir des imprévus, des situations qui pourraient me mettre dans un état de malaise et donc ça, franchement, je le regrette, mais en même temps, je me dis que ça me servira de leçon. Par rapport à l'anxiété généralisée, justement, alors je ne sais pas si je l'ai et peut-être que l'association entre le fait d'être totalement déconnecté plus l'anxiété, ça fait que j'arrive pas forcément à décoder, les signes de l'anxiété. Ça se trouve que je le suis puissance 1000, mais comme j'ai d'autres comorbidités qui vont avec, ça masque un peu. Vous voyez les symptômes? C'est-à-dire que peut-être que je suis hyper anxieux et que je sais pas du tout et généralement les gens qui sont anxieux, c'est pas forcément, les gens qui sont stressés, qui vont, essayer un peu, bah, de faire le tour de la maison, vous voyez? Comme, ce qu'on peut voir dans les films. Mais généralement, les gens les plus stressés, ce sont vraiment les gens qui ont vraiment de la dissociation en permanence, qui ont l'impression d'être dans le brouillard mental, qui souffrent aussi de dépression, d'autres troubles, donc comme le TSA, comme le TDAH et plus vous avez de troubles, plus vous avez, de chances d'en avoir d'autres, en fait. Voilà. Donc quand vous avez un TSA, vous avez beaucoup plus de chances aussi d'avoir un TDAH et pour le TDAH, vous avez moins de chances d'avoir un TSA parce que le TDAH, forcément, il y a plus de gens qui l'ont que le TSA parce que c'est un trouble qui est plus acceptable, mais que peut-être dans quelques années, en fait, le TDAH et le TSA, en fait, seront comme un trouble avec plus de symptômes qui seront, un peu plus générales. Il y a aussi le TSPC, donc trouble du stress post-traumatique simple, trouble du stress post-traumatique complexe. Alors, ces 2 troubles-là, je peux pas parler du stress post-traumatique simple parce que ça ne me concerne pas du tout. Alors le trouble du stress post-traumatique simple, pour, généraliser, ça va être
un trouble qui survient après un gros événement, donc ça peut être, l'attentat, la mort d'un proche et ça va impacter, beaucoup la vie de quelqu'un et qui va aussi avoir une mémoire traumatique. Donc la mémoire traumatique, c'est le fait de pas, pouvoir gérer tout simplement cet événement-là et donc bah, disons que comme le cerveau, crée beaucoup de cortisol, bah, au bout d'un moment, le stress va devenir, un danger de mort, ce qui va faire que cette partie-là du souvenir va être isolée, hem, de la conscience et va plutôt, être dans le registre de l'inconscient et c'est pour ça qu'on aura beaucoup de flashbacks dans le stress post-traumatique simple. Pour le stress post-traumatique complexe, alors là, par contre, ça va être beaucoup plus compliqué à le diagnostiquer parce que ça peut être des petits événements qui vont se succéder dans le temps, donc dans un temps plus ou moins long, donc ça peut être, des dizaines, voire des vingtaines d'années et donc on saura pas trop pourquoi on souffre, par exemple de déprime, de dépression et là, on aura plus de parties fragmentées. Stress post-traumatique simple, on a au moins une partie émotionnelle qui va être associée au traumatisme, mais dans le trouble du stress post-traumatique complexe, on aura plusieurs parties complexes, généralement qui auront un sens de soi beaucoup plus développé que dans le simple et qui peuvent être associées à des émotions plus ou moins fortes, que ça soit la haine, le mépris, le dégoût, la tristesse. Et donc toutes ces émotions-là vont être aussi liées à l'enfant intérieur et c'est pour ça que la dissociation, elle va beaucoup se faire dans le trouble du stress post-traumatique complexe pour s'adapter et la partie apparemment normale, contrairement au trouble du stress post-traumatique simple, elle sera beaucoup moins développée et donc il y aura forcément parce que les parties émotionnelles vont prendre le dessus et c'est pour ça qu'on aura vraiment cette impression qu'on n'est pas une seule personne ou qu'on est vraiment fragmenté. Et donc il y aura vraiment, aussi toute cette déconstruction à faire, sur le soi et aussi le déni de notre propre personne parce que finalement, il y aura toujours des parties qui vont nous manquer et je peux parler du trouble du stress post-traumatique complexe parce que je pense que ça me concerne aussi. J'ai toujours eu cette impression de pas être seul dans mon monde intérieur, d'être vraiment gouverné par des parties qui peuvent être autant dans le bien, mais autant aussi dans le mal et capables du pire et ça, j'en suis conscient. J'ai eu un événement où, bah, j'étais avec mon petit frère, j'étais vraiment dans une rage, dans une tentative d'écraser l'autre et ça, encore une fois, j'en suis scotché parce que mais je me dis: «C'est qui ce monstre qui était en moi?» Et après beaucoup de recul, bah, je me dis que c'est une partie fragmentée qui a pris possession de mon corps parce que c'était peut-être trop dur à gérer, trop insoutenable pour le système nerveux et comme je suis quelqu'un, ben, d'emblée qui se laisse écraser par les autres, qui est forcément timide, qui veut pas m'ouvrir, à cette partie-là, elle va totalement faire l'inverse mais à l'excès, cette fois-ci sans, prendre en considération autrui, aucune empathie, enfin tout ce qui n'est pas moi, mais qui fait partie aussi de ce que je dois un peu résolver dans mon système intérieur. Quand on souffre de cette pathologie-là, on va vraiment être compartimenté et c'est pour ça que la partie apparemment normale, elle va vraiment se sentir, mais au bout de sa vie. Elle aura vraiment la sensation d'être en dehors de son corps et finalement de n'être même pas une personne, de ne pas exister. C'est pour ça que la déréalisation, la dépersonnalisation sont des processus qui sont sains et naturels dans ce mécanisme de survie-là, qui n'est pas du tout naturel, ce qui est aussi paradoxal, parce qu'on a appris à vivre avec, bah, des émotions en nous qui sont contradictoires et qui sont pas forcément supportables pour la conscience elle-même. Donc par corrélation, le trouble dissociatif de l'identité, ça va être un mais forcément un trouble du stress post-traumatique complexe, mais avec, comment l'expliquer? Tellement, en fait, la personne aura tellement subi de traumatisme sur traumatisme, donc vraiment des couches et des couches et des couches, que le stress post-traumatique complexe va commencer à se compartimenter encore plus et donc une partie apparemment normale dans le complexe va devenir plusieurs parties apparemment normales parce que même pour une partie apparemment normale, ça ne serait pas supportable de gérer la vie quotidienne et c'est pareil pour les parties émotionnelles.
les parties émotionnelles vont devenir, des trauma holders. Donc on peut parler de troubles dissociatifs de l'identité quand, justement les parties émotionnelles, elles vont commencer à développer une personnalité, une identité à part entière, une perception de soi avec, des comportements qui peuvent aussi être dans les extrêmes, voire stéréotypés. Donc là, on va plutôt parler d'altération de conscience, donc alter, qui vont être des parties qui vont fonctionner de manière individuelle, qui vont avoir leur prénom, leur âge, leur orientation sexuelle, leur genre, leurs souvenirs et aussi leur place dans un monde intérieur. Parce que, quand vous avez ce trouble dissociatif-là, la déréalisation, la dépersonnalisation vont faire aussi que vous allez, à l'intérieur de vous-même, peut-être avoir beaucoup plus conscience de votre monde intérieur, parce que c'est votre, seul en tout cas, c'est le seul endroit dont vous pouvez, vivre en toute, conscience, sans être bafoué par le monde extérieur, par tous ces traumatismes-là que vous avez subis. Et là, on va parler d'inner world. Et chaque alter va avoir leur rôle prédéfini, donc il y a les alters protecteurs qui vont assurer la protection du système. Ça peut être, aussi des alters qui vont avoir presque des missions comme des anges ou qui vont avoir vraiment un aspect peut-être très éthéré, très en dehors de la réalité et ça aussi c'est dû aux mécanismes de défense, beaucoup de la fiction qui vont emprunter des caractéristiques de personnages d'animés par exemple. Je sais que ça aussi c'est énormément débattu dans la communauté, TDI. Il y a les alters persécuteurs qui vont avoir aussi des rôles de protection, mais qui vont avoir des comportements très limites et qui s'en foutent en fait de porter atteinte au système parce qu'ils ont appris à fonctionner de cette manière-là et c'est eux généralement qui portent toute cette rage, toute cette colère et qui se laissent pas du tout faire, contrairement à la partie apparemment normale qui est totalement submergée dans l'incompréhension totale de son trouble. Il y a les alters fictives, les alters sexuels. Alters sexuels, comme vous pouvez le penser, ça va être des parties qui gèrent les traumatismes sexuels liés au attouchement, au viol, ce genre de choses. Donc ces parties-là, elles peuvent être hypersexuelles ou asexuelles, donc vraiment dans les extrêmes, ou peuvent être totalement entre guillemets dans la norme, mais pour autant avoir une certaine méfiance, par exemple vis-à-vis des hommes, ce genre de choses. Moi, je peux vous affirmer aussi que j'ai une partie fragmentée, alors qui est pas du tout dans le TDI parce que je n'ai pas ce trouble-là, mais qui se rapproche un peu plus de ces parties sexuelles, qui est, dans l'hypersexualité et dans d'autres moments dans l'asexualité. Donc, vraiment qui jongle entre ces 2 extrêmes-là, entre ces 2 pôles et du coup, je sais pas où me retrouver, en fait. Et j'ai aussi des parties protectrices, des parties persécutrices, une partie sociale, même si cette partie-là, elle est un peu moins, comment dire? Un peu moins complète que les autres, parce que tout simplement, la sociabilité ne fait pas forcément partie de mes compétences de survie, ça va plutôt être la fuite ou le combat, d'où ces parties de haine, de colère dont je vous ai énuméré, précédemment, les caractéristiques. Ce qui est aussi compliqué quand on a un TSA, c'est qu'on a besoin aussi beaucoup de s'isoler, mais en même temps, quand on essaye un peu de communiquer ses idées, de s'ouvrir au monde, j'ai vraiment cette impression qu'il y a rien de nouveau que je puisse, entreprendre parce que je considère aussi que le monde extérieur est très, très fade, très nuisible et je pense que je vois aussi le verre à moitié vide et que je dois pas voir le verre à moitié plein. Donc ça, je pense que c'est aussi une question d'optimisme et d'extraversion. Alors ça m'a un peu surpris, mais je croyais peut-être que j'étais très introverti, mais je pense que je suis ambiverti. Je suis pas très sûr parce qu'il y a eu 3 caractéristiques notamment de l'extraversion et c'est pas ce qu'on pense. Par exemple, le fait de se recharger au contact des autres, oui, c'est l'extraversion, mais il y a 2 autres paramètres. Il y a l'assertivité et il y a le fait aussi de défendre ses idées avec conviction, ça fait partie de l'extraversion. Donc vraiment sa capacité à défendre son point de vue et moi, j'ai vraiment ce côté-là, mais en tant qu'introverti, donc je me dis peut-être que j'emprunte un peu ces caractéristiques des 2 pôles, que ce soit l'extraversion ou l'introversion. Et l'introversion, ça va vraiment être le besoin de s'isoler, mais il y aura aussi, un peu aussi ce contact par rapport à l'extérieur, mais d'une autre manière. Que ça
En fait, ça peut passer par, l'expression plastique, donc que ça soit par le dessin, par la danse, par, le corps aussi. Donc tout ça va faire qu'il n'y a pas une sorte de communication, mais il y en a plusieurs. Et donc ça, je viens de l'apprendre et ça me remet pas mal en question sur, la manière dont je dois m'étiqueter. Je sais qu'une étiquette ne me caractérisera jamais et que dans tous les cas, je vais changer, chaque année, chaque, 20 ans, 30 ans, 40 ans et que je serai pas du tout la même personne. Enfin je l'espère. Mais si je suis la même personne, ça veut dire que je n'ai pas du tout cheminé et j'ai pas appris, de mes erreurs et que j'ai pas soigné aussi mes traumatismes, liés, notamment à la blessure d'injustice et de rejet. Concernant mon TDAH, je voulais aussi vous dire que c'est vraiment un des troubles que je veux pas du tout avoir parce que ça m'insupporte. Alors je sais qu'il y a des effets bénéfiques, par exemple des montées d'euphorie, de joie, mais encore une fois, j'arrive pas à me canaliser et quand je suis trop dans l'excès inverse ou dans l'autre, il y a pas de juste milieu et je me déconcentre facilement, que ça soit dans la déprime. Alors là, mon cerveau, il est totalement, anesthésié, comme sous médicament, donc là, je peux rien faire. Je peux même pas réviser. Alors la révision, c'est un gros, gros problème avec moi, c'est que, je sais pas, il y a une période où j'ai vraiment révisé à fond, mais ça a duré que 3 4 jours et par la suite, j'ai plus touché à une feuille parce que je sais pas pourquoi mon cerveau ne veut pas apprendre. Je suis comme bloqué. Peut-être que c'est ma façon de réviser. J'ai aussi vu une vidéo hier, parlant des méthodes de révision efficaces et on m'a conseillé aussi beaucoup de fois de le faire à l'oral plutôt qu'à l'écrit. Mais je pense qu'à l'oral, c'est aussi plus compréhensif parce que je vais résumer directement tout ce que j'ai appris. Sauf que mon désir de perfectionnement fait que j'ai envie d'apprendre les termes exacts avec vraiment les mots, les plus proches en fait et pas du tout de manière approximative, pardon. Et ce qui va faire que je pense que j'ai envie aussi qu'on voit que je suis plutôt cultivé, que j'ai beaucoup de connaissances et et pas du tout que, voilà, que j'essaye un peu de synthétiser et de le dire de manière un peu plus simple. J'ai pas forcément envie de ça, mais c'est ça aussi le problème, c'est que je peux pas être, à la fois dans les 2. C'est soit je prends plus de temps pour réviser et donc par conséquent, je vais paraître un peu plus sophistiqué en termes de langage, soit je vais apprendre plus vite, je vais apprendre plus d'artistes, je vais enrichir plus mes connaissances, que ce que j'ai fait, pendant 2 3 ans. C'est-à-dire presque jamais, hein. Je suis pas du genre, du tout à réviser. Contrairement à ce qu'on peut croire des TSA, c'est que on n'a pas une mémoire exceptionnelle, hein. C'est juste qu'une fois qu'on est vraiment dedans et qu'on a une passion qui inhibe tout, tous nos sens, alors là, on peut s'y mettre à fond. Mais quand vous avez en plus, le TDAH que j'aime pas du tout, c'est que même si j'ai mon TSA, il y aura toujours mon TDAH un peu qui va me rattraper, qui va me dire, non, 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 toi tu vas pas te concentrer, tu vas essayer un peu de voir, dans toutes tes fiches, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Tu vas réfléchir beaucoup sur cet artiste-là, donc tu vas essayer de faire des détours et ça va te fatiguer et je pense que là, vous vous reconnaîtrez sur ce descriptif. Donc ceux qui disent, que le TDAH est une bénédiction, je ne vois pas du tout, quelles sont les bénédictions si ce n'est que de me faire perdre du temps, me prendre aussi énormément de retard et me questionner constamment et sans cesse sur mon existence terrestre. Et après, je sais que le TDAH, le TSA, ça peut être aussi lié à la spiritualité. Ça, j'en ai parlé aussi dans la partie 1, notamment du diagnostic. Là, il y a pas de diagnostic, hein. C'est vraiment, en tout cas, j'essaye de comment dire? De transmettre un peu ce que j'ai vécu, par rapport aux blessures, à mes mécanismes, à ma manière de fonctionner. Donc si vous voulez voir le diagnostic, en tout cas le parcours, assez tumultueux de ça et aussi les difficultés qu'on peut avoir en tant que personne autiste à essayer de prendre un médecin, surtout les autistes qui sont en dépression, ça c'est encore plus dur parce que, on n'a même pas en fait l'envie de comment dire? On n'a même pas, on est déjà fatigué avant d'entamer les démarches nécessaires. Donc c'est comme si en fait on essaie de prendre de l'énergie qu'on n'avait pas du tout et ça, c'est d'autant plus compliqué. Et heureusement, j'ai la chance d'avoir aussi, ma famille, donc vraiment des proches qui puissent m'accompagner parce que si je le fais tout seul, autant vous dire que c'est mort, hein. Jamais de la vie j'irai tout seul, d'autant plus que j'ai vraiment une
en tout cas une appréhension par rapport, aux figures, d'autorité. J'ai énormément du mal par rapport à ça, en tout cas accepter que quelqu'un puisse me donner des conseils, alors que cette personne ne le vit pas du tout. Et c'est pareil pour les personnes, qui ont jamais été en dépression et qui nous disent: «Ouais, bougez-vous». Alors ces personnes-là, elles me passent un peu à côté, elles passent vraiment, au-dessus parce que, tout simplement elles n'ont jamais vécu l'expérience de vouloir mourir, de n'avoir plus rien envie. Mais même, par exemple le dessin, il y a une période de ma vie où, bah, je me disais: «Mais en fait, à quoi ça sert de dessiner?» Et avant-hier, c'était pareil, je me suis vraiment posé la question, j'ai fait un récapitulatif, pardon, de ma vie, mais je me suis dit: «En dehors du dessin, de l'écriture, OK, c'est bien d'être inspiré, d'avoir un esprit créatif, mais au-delà de ça, concrètement, je n'ai rien fait». J'ai passé 20 ans. Alors je sais qu'il y a l'enfance, l'adolescence, donc ça compte pas forcément parce que voilà, je suis à l'école et que c'est pas mes préoccupations premières de fonder en tout cas de me fonder un avenir. Mais, sur ces 5 dernières années, voilà, je n'ai rien fait et j'ai même pas eu la motivation en fait de découvrir le monde extérieur et voilà, de faire comme les autres, adultes. Mais encore une fois, je suis conscient que j'ai des handicaps qui font que voilà, je conçois la vie autrement, mais pour autant, j'essaye pas en tout cas de jouer avec cette vie-là, j'essaye pas de me mettre en scène. Vous voyez, comme un théâtre, parce que pour moi, je ne le ferai jamais de manière naturelle. C'est comme si je devais jouer un rôle et ça me fait culpabiliser, mais de fou parce que, bah, je me dis: «Mais dans tous les cas, en fait, je suis jamais moi-même» parce que j'aurais toujours l'impression d'être une personne, hypocrite, d'être une personne étrange qui doit constamment essayer de plaire. Enfin pas même pas plaire, mais juste essayer d'être là, quoi. Parce que la plupart du temps, je suis pas là, hein, mon esprit est ailleurs, hein, surtout dans un contexte, social, bruyant, alors là, je suis vraiment mais dans une autre dimension, des autres planètes, tout ce que vous voulez, je suis en voyage astral, et vraiment le jour où je vais passer à l'action sans réfléchir aux conséquences, où je vais pas avoir peur aussi de prendre des décisions parce que j'ai vraiment une phobie par rapport à ça. Quitte à prendre des décisions, en fait, je préfère vraiment rester dans l'indécision et d'être figé sur un long moment plutôt que d'effectuer une action et qui par la suite s'avérait être, fatale. Et je pense que c'est aussi une peur aussi d'avoir un karma, que ça soit bénéfique ou, pas du tout, approprié par rapport à mon parcours de vie. Pour finir, j'ai essayé encore une fois des solutions pour essayer un peu de calmer, toute mon anxiété, par exemple les méditations. Je me rappelle qu'à un moment, je faisais beaucoup de méditation, ça avait marché, mais en même temps, je ressentais comme une précipitation dans mon corps et je pense que ça aussi, c'était un signal d'alerte que j'avais pas, vu venir. Et que j'étais un peu trop, je pense, dans l'action. En fait, j'étais vraiment dans le mental de me dire qu'il faut que je guérisse à tout prix, plutôt que dans l'écoute vraiment de mes ressentis et je sais que je guérirai, bah, quand le moment sera venu et c'est pas à moi de le décider et c'est mon corps qui le fera pour moi. Parce que, encore une fois, mon esprit, lui, voit un peu trop les choses en grand et trop décalé. Il prend pas en compte aussi, bah, les signaux que mon corps, peut m'envoyer et peut m'alerter. Les exercices d'ancrage, par exemple, je les fais plus. Je suis vraiment dans l'impossibilité de le faire parce que je me dis que c'est une perte de temps. Je sais pas si j'ai raison de d'abandonner tout ça, toutes ces méditations-là pour, peut-être vivre un peu plus l'instant présent. Alors je vous dis ça parce que quand on est dissocié, on est très dans l'astral, les méditations, ça peut aussi avoir un effet duplicateur, ce qui fait que, bah, quand on médite, on est beaucoup plus dans l'astral que ici sur terre. Mais comme moi je le suis déjà, bah, ça va juste empirer la situation et ça va faire que je vais être beaucoup plus déconnecté quand je vais revenir à l'instant présent que lorsque j'ai pas du tout entamé la méditation. Donc c'est pour ça que peut-être que pour mon bien à moi, là ça me concerne, je pense particulièrement aussi aux polarités, yin, donc qui sont plutôt dans l'introversion, qui peuvent aussi avoir des troubles mentaux, que ça soit borderline, TCA, troubles du comportement alimentaire, TSA, troubles du spectre autistique, TDAH, et cetera. Je vais pas vous énumérer tous les troubles, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup
Ben, encore une fois, généralement, vous êtes un peu dans l'instabilité émotionnelle. Alors moi, je peux le dire aussi parce que je le suis. Et donc, la méditation, en fait, ça va pas forcément vous ancrer. Donc, la meilleure des solutions, ça va être d'essayer de faire des exercices par le corps, sans fermer les yeux, sans imaginer que vous êtes dans une scène où vous déposez, par exemple, je sais pas, des mémoires anciennes, ce genre de choses. Pour certaines personnes, surtout qui sont peut-être extraverties, ça va marcher, donc ils sont vraiment dans la matière, qui sont très très ancrés. Et là, elles peuvent un peu plus se libérer, se détacher de leur corps. Mais quand vous êtes vraiment très 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 loin de votre corps, bah, la seule solution, c'est d'essayer un peu de s'approprier vos parties, que ça soit vos mains, vos jambes, vos pieds. Et tout ça, ça peut être assez étrange pour une personne qui a jamais été dans son corps. C'est comme si elle avait un véhicule qu'elle avait jamais osé toucher. Pour moi, le toucher est très bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment bah, le mot que je ressens le plus, le toucher en fait. Ça va être apprivoiser son corps, avoir beaucoup de compassion, d'empathie pour lui, parce qu'on n'a jamais été dans l'amour de ce corps-là, qui, qui font qu'on se sente un peu emprisonné dans cette vie-là. Et c'est pour ça en tout cas, on accorde plus d'importance par rapport à nos pensées qu'à notre corps. Et c'est pour ça que, bah, à certaines occasions, je suis quelqu'un qui peut aussi avoir des effets un peu hallucinatoires parce que je suis trop dans les extrêmes de mes émotions. Et là, je peux un peu trop les écouter. Et parfois, je les écoute pas du tout. Et là, j'essaye de les mettre sous tapis. Et donc, dans les deux cas, c'est pas du tout, en tout cas, un conseil que je peux vous dire. Maintenant, ce que le TDAH m'a apporté. Je vais essayer quand même d'énumérer certains points positifs, malgré que ça soit un trouble pour moi. Bah, ça va être le fait que je suis beaucoup plus sensible aux autres, que j'ai beaucoup plus de compassion et donc que je sais forcément les attentes de l'autre avant même que la personne me parle. Donc j'aurai déjà un avis sur la personne. Et je sais qu'il y a aussi son versant négatif, mais je vais pas le dire parce que j'essaie de voir en tout cas les aspects positifs. Le TDAH, ça va être aussi là, beaucoup de curiosité, d'ouverture d'esprit, que le TSA essaye un peu de réduire sous silence. Quoi d'autre pour le TDAH? Bah, vraiment ce côté rêveur, imaginatif, ça me permet aussi de me remettre beaucoup en question, de revoir un peu mes idées, aussi de changer de sujet et aussi d'avoir cette, comment dire? Cette malléabilité, bah, de passer d'un sujet à l'autre sans pour autant être bloqué, comme certaines personnes, qui ont juste un TSA, sans TDAH par exemple. Qui eux vont être beaucoup plus dans la routine, dans la rigidité et quand il y aura quelque chose qui va un peu sortir du cadre, quotidien, ça va ça va plutôt les bloquer et les figer. Mais dans mon cas, pas du tout. Ou en tout cas, c'est rare que ça m'arrive. C'est vraiment s'il y a beaucoup d'imprévus et si je suis déjà surchargé, émotionnellement, sensoriellement et physiquement aussi parce que tout est lié, hein, le corps et l'esprit, l'âme, voilà. Ça ne fonctionne pas de manière indépendante. Je pense qu'on le saurait, sinon on n'aurait pas de maladie. Les effets du TSA, alors plus compliqué parce que le TSA, je pense que ça m'a rendu beaucoup plus conscient des choses, plus lucide, mais en même temps plus pessimiste en fait. Enfin pessimiste, pardon. C'est-à-dire que ça m'a beaucoup apporté d'intuition, le fait aussi de sentir certaines personnes. Et là, je vais être beaucoup plus sur la profondeur, je pense, avec mon TSA que mon TDAH, parce que le TDAH, c'est un peu plus léger. Certes, ça peut ouvrir, mais ça va pas toucher des questions existentielles. Et mon TSA, il va faire que j'ai vraiment cette recherche d'analyse, de perfectionnement, que je peux mettre par exemple dans mon écriture, dans ma poésie. Mais vraiment, quand j'écris, j'ai plus ce côté TSA que en dessin, ça va beaucoup plus être le TDAH qui va être prédominant parce que en tout cas, c'est vraiment un esprit créatif et une manière ludique aussi de dessiner. L'écriture, ça va beaucoup être plus analytique. Je vais vraiment décortiquer les mots, je vais vouloir avoir vraiment des rythmes particuliers, des sonorités qui vont être assez distinctes, assez singulières les unes les autres. Le TSA, ça va beaucoup m'apporter aussi de stabilité,
dans mon train de vie, même si c'est très, très monotone, je vais pas vous le cacher, voire très ennuyeux à la longue. Mais au même temps, bah, j'essaye de pas forcément décrocher sur ça, parce que je me dis que chaque chose en son temps et si j'essaye un peu trop de vouloir changer radicalement de vie, bah, mon TSA va me rattraper et j'aurai juste une surcharge en trop et je sais que c'est pas le bon, comportement à avoir. Vraiment la meilleure décision que je fasse, c'est de changer, mais un tout petit peu, chaque jour. Vaut mieux que je fasse ça que radicalement en une journée parce que sinon mon système nerveux ne va rien comprendre et je vais juste reprendre mes anciens schémas que je vais vouloir garder parce que ça va être aussi une sorte de dépendance à mon ancienne vie et alors je peux être hyper indépendant niveau émotionnellement, en tout cas niveau émotionnel pardon, mais la dépendance, je pense que je l'aurai toujours vis-à-vis des autres, malgré le fait que je crois en tout cas personnellement que je n'ai pas de dépendance, mais ça c'est mon ego qui me le fait croire parce que je suis assez évitant, mais en même temps j'ai vraiment un schéma anxieux. Donc vous voyez un peu toute la complexité de de ça, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue comme je vous l'ai dit il y a pas mal de temps dans cette vidéo. Et donc il y a autant d'effets positifs et d'effets négatifs dans ces 2 troubles, mais les 2 troubles associés, ça fait que, en fait, je m'y perds, je sais pas du tout si je dois suivre une ligne bien toute tracée ou au contraire essayer de fonctionner par instinct et voilà, d'être un peu plus, ouvert, créative, et tout ça va faire, en fait, que je vais me perdre dans ces 2 troubles et que je saurais pas, bah, décider si, j'utilise plutôt le versant du spectre autistique ou du trouble du déficit ouais, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Là, encore une fois, j'ai beaucoup de mal, en fait, à associer les 2. J'ai l'impression que, bah, au lieu de les mélanger et de faire que ça soit harmonieux dans mon fonctionnement au quotidien, j'utilise l'un, après j'utilise l'autre, après j'utilise l'un. Bah, ce qui fait que c'est saccadé et que j'ai vraiment cette impression d'insatisfaction parce que je ne suis pas entièrement moi-même, je suis toujours dans l'un ou dans l'autre côté, sans être les 2 en même temps. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'hésite encore à faire une partie 3, mais je verrai si j'ai encore d'autres anecdotes à vous raconter. Peut-être que là, comme je vous ai parlé d'autres troubles, que ça soit, le trouble du stress post-traumatique complexe simple, TDAH, TDI et cetera. Là, je vais vraiment un peu plus entrer dans les spécificités, dans les symptomatologies, dans mon expérience de vie aussi par rapport au TDAH et au TSA. Voilà.